Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints ce soir pour ce live qui change un petit peu. On voulait vous proposer quelque chose d'un peu plus sympa que toutes les histoires de Covid et faire un peu comme si le Covid n'existait pas ce soir pour voyager au Canada et aux États-Unis, histoire de vous projeter un peu, de vous faire rêver pour vos prochains voyages, road trip, etc. Donc je suis Isabelle, Muriel est avec moi. On est toutes les deux j'imagine, grandes voyageuses, en tout cas de grandes touristes en Amérique du Nord. C'est pour ça qu'on nous a convoqués ce soir. Que vous dire? On nous a posé quelques questions cet après-midi sur Instagram. On commencera par y répondre, mais avant toute chose, on va se présenter un petit peu et présenter notre expérience de voyage dans ces deux pays. Je t'en prie, Muriel, vas-y. Bonjour, donc Muriel. Moi, je suis une vieille. J'ai fait une année d'études au Canada en 2005-2006 et un PVT Canada en 2007-2008. Et donc, c'était à Montréal, mais j'avais terminé ce PVT par 3 mois de voyage dans l'Ouest. Donc, j'étais partie de Montréal en bus jusqu'au Yukon. J'avais passé quelques semaines au Yukon, j'avais loué une voiture avec des gens que je connaissais pas, puis ensuite j'avais pris le bus, le train, le bateau, j'étais redescendue à San Francisco, ensuite j'étais remontée dans les Rocheuses, l'île de Vancouver, puis de nouveau les Rocheuses, puis Toronto, puis retour à la maison. Et ensuite je suis revenue au Canada en tourisme plusieurs fois les années qui ont suivi. J'ai voyagé dans les provinces maritimes, pareil en louant une voiture avec quelqu'un que je connaissais pas à l'époque. Et puis j'habite de nouveau à Montréal depuis maintenant 3 ans et demi, fraîchement résidente permanente. Et donc ces derniers temps, j'ai surtout voyagé au Québec et nord-est des États-Unis. Voilà. Ah, j'avais fait, et puis en 2004, j'avais fait aussi toutes les provinces maritimes en stop, il y a bien longtemps. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai fait mon premier voyage en Amérique du Nord en 2008, donc je suis pas aussi vieille que Muriel, mais pas loin quand même. J'ai voyagé pendant 1 mois et demi entre le Québec, la côte ouest, la Californie, l'Utah. Ça m'a beaucoup marqué. Ce qui fait que depuis 2008, j'y suis retournée presque tous les 2 ans pour faire des longs road trips. Le premier de 4 mois en couple. J'ai beaucoup pris le train, principalement. Je suis allée dans le sud des États-Unis. J'ai traversé ensuite, j'ai fait la grande traversée en train d'est en ouest, puis d'ouest en est, passé plus d'1 mois en Utah et fini à Montréal. Le road trip suivant, c'était 3 mois et cette fois, je suis partie seule, ce qui était une expérience très différente où je me suis débrouillée encore avec les transports en commun et les locations de voitures. Donc voilà, c'est en gros mes expériences. Et là, je reviens de mon PVT au Canada depuis le mois de... Enfin, je suis partie du Canada en novembre. Et j'ai fait, au cours de ce PVT, malgré le Covid, j'ai réussi à faire un road trip de 3 mois au Québec et en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Voilà un petit peu notre CV de voyageuse. Donc on va commencer, on a eu pas mal de questions cet après-midi, on va commencer à y répondre et ensuite on va répondre aux questions que vous poserez sur Facebook. Alors, est-il possible de se rendre actuellement au Canada et aux USA en tant que touriste? Je te laisse répondre, Muriel. Non, 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 non. C'est la galère. L'entrée au Canada est interdite pour des motifs touristiques. Il faut des motifs essentiels pour rentrer au Canada. Et donc, faire du tourisme, ça ne l'est pas aujourd'hui. Ça peut évoluer. On verra comment avance la vaccination, j'imagine, et l'épidémie dans différents pays. Mais pour l'instant, tourisme au Canada, si tu n'es pas déjà au Canada, c'est mort. Et alors, pour les US, évidemment, c'est interdit d'entrer aux US pour du tourisme si tu étais en Europe les 14 derniers jours précédant ton arrivée. Donc, il est impossible d'arriver depuis l'Europe aux US pour faire du tourisme. Si tu es déjà au Canada, ça doit être possible, mais en même temps, c'est pas hyper conseillé. Enfin, tant que la situation est celle qu'elle est, il faut pas. Donc, les PVTistes qui sont au Canada, visiblement, peuvent aller aux US. Oui, mais il faut que ce soit pour un voyage essentiel. C'est ça. Et au retour, de toute façon, ils risquent de le regretter parce que entre les quarantaines, enfin bon. Voilà. Donc pour l'instant, non. On surveille la situation. Deuxième question, est-ce que le tourisme sera à nouveau possible cet été au Canada? Alors,
On ne sait pas, on sait pas. Les mesures sont prolongées régulièrement. Il y a des chances que celles qui sont en place jusqu'au 21 avril soient prolongées à nouveau. En revanche, si la question est de est-ce qu'on pourra voyager au Canada en étant déjà au Canada, donc par exemple traverser les provinces ou traverser les régions, on ne sait pas non plus. L'été dernier, il y a eu beaucoup de restrictions de voyages interprovinciaux. Il fallait parfois se confiner, parfois certaines provinces n'étaient pas accessibles depuis d'autres provinces. Je ne suis pas trop au courant de la situation actuelle, ça s'est peut-être un petit peu assoupli, mais je ne suis pas sûre non plus. Donc c'est pareil, c'est trop tôt pour se prononcer pour cet été, quoi qu'il en soit. Mais cet été, par exemple, il n'était pas possible d'aller dans l'Est, à partir de Montréal, là, sauf motif essentiel. Donc Isa a pu y aller parce qu'elle a travaillé en Nouvelle-Écosse, donc elle a pu traverser le Nouveau-Brunswick avec une autorisation spéciale. Par contre, il était possible d'aller dans l'Ouest. Ah mince, j'ai pas... Mais, on t'a perdu un peu, Muriel. Mais encore une fois, ça dépend. Allô, allô, on se perd. Oui, non, c'est moi, je pense, qui ai des problèmes de connexion. Donc, il était quand même possible de faire du tourisme. Et puis ensuite, alors je parle pour... enfin, moi, j'ai fait du tourisme cet été au Québec. C'était super. Et j'avais fait des vacances différentes l'an dernier au Québec aussi, 2-3 semaines de vacances road trip. Même sans sortir du Québec, il y avait de quoi s'occuper 3 semaines sans problème. Voilà. Normalement, on peut sortir. Et puis là, on parle du Québec parce qu'on y est. Mais ceux qui sont dans l'Ouest, ils ont des possibilités touristiques vachement intéressantes aussi dans les choses à faire dans l'Ouest. Il y a des beaux trucs. En effet. Alors, on passe aux questions qui ne sont pas d'ordre administratif, mais plutôt des questions de voyage. Et on est là pour ça. Si vous deviez choisir un seul lieu au Canada et un seul lieu aux USA, celui que vous préférez, ce serait lequel? Je pense que c'est la pire question. C'est super dur. J'y réfléchis. Canada, je dirais le Yukon. Mais parce que moi, je suis branchée nature, randonnée, voir personne, voilà. Et le Yukon, ça déchire. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier au Yukon qui t'a marqué? Non, c'est tout. Ceux qui ne situent pas, c'est l'Alaska, mais côté canadien, en gros. Donc, c'est les montagnes, c'est pour les fans du bus jaune, c'est Into the Wild. Voilà. Donc, moi, si je dois retourner, là, si je me fais un gros road trip et que je dois retourner quelque part, le Yukon est clairement une destination et je voudrais y aller en août pour avoir les premières couleurs d'automne là-bas. Voilà. Ton tour, Isa. Ouais, pour moi, c'est un peu difficile. J'ai réfléchi toute la journée. Je suis pas sûre de la réponse. Je vais essayer de me limiter à une réponse. Pour le Canada, je pense que la plus jolie découverte, c'était l'île du Prince-Édouard. Et je fais cette réponse aussi parce que c'est pas hyper connu et qu'on voit pas beaucoup de photos de l'île du Prince-Édouard sur genre Insta, les 10 lieux à découvrir au Canada. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une province très douce avec des très très belles plages. Voilà, c'est la douceur du voyage et de la vie sur cette petite île. Et la bonne bouffe. Et la bonne bouffe, c'est vrai. En été, c'était magique. Ouais. Ça dépend de ce que vous cherchez, c'est ça. C'est que moi, je veux faire de la rando, je veux voir des ours, voilà. Bon, mais ensuite, c'est pareil. Île du Prince-Édouard, j'y suis allée avec c'était maintenant une copine, mais je connaissais peu à l'époque. On s'était fait road trip à deux et on a des photos toutes les deux. On est au camping le soir sur les chaises Adirondack rouges au bord de l'eau, au coucher du soleil. Et voilà, 10 ans après, on se dit encore, c'était quand même super chouette. Ouais, c'est vraiment cette douceur en fait que c'est l'aventure, quoi. Ouais. Et aux États-Unis alors? J'en ai vu, j'ai pas assez vu les US, mais j'ai beaucoup aimé San Francisco. Sur le tourisme urbain, j'ai beaucoup aimé San Francisco. Voilà. Ensuite, sur le tourisme nature, l'État de Washington, c'est beau. L'État de Washington, les environs de Seattle, c'est très beau, mais ça ressemble aux environs de Vancouver. Donc, mais je pense que c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de diversité au Canada, mais il y a encore plus de diversité aux US. Donc, ça va encore plus dépendre de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez. Ouais, c'est sûr, c'est pas un pays qui a une identité. Il y a plein d'identités, il y a plein de paysages différents. Je dirais que pour moi, c'est le désert de manière générale. Le désert, les canyons, l'Utah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et j'y suis souvent revenue et souvent longtemps.
Mais c'est vrai que l'État de Washington, Olympic National Park, c'est exceptionnel. C'est des plages noires le long du Pacifique, c'est vraiment incroyable. Et en tourisme urbain, moi, j'ai pas trop aimé San Francisco, comme quoi hein, ça varie aussi vraiment d'une personne à l'autre. La ville que j'ai le plus aimée, je pense que c'est la Nouvelle-Orléans, qui est vraiment une ville hors du commun. Voilà. Bon, comme ça, il est. Exactement. Ça. Mais ça, encore une fois, ça dépend du temps que vous avez, et puis en plus, nous ça se place, nos réponses se placent dans le cadre de souvenirs précis d'une époque, d'un moment, d'une façon dont on y allait, dans des voyages plus larges. Donc c'est trop large comme question. C'est pour ça qu'elle est dure et que c'est une bonne question. Quel budget est-on prévoir pour la route 66? Alors, le budget, beaucoup. La route 66, c'est un voyage qui coûte cher. Il faut compter généralement, pour en profiter, la plupart des gens le font en 10-15 jours. C'est quand même 3500 km, je crois. Hein. Donc, c'est pas négligeable. C'est cher parce que c'est touristique et ça veut dire que tous les soirs, tu vas dormir dans un motel ou un hôtel, mais c'est plus souvent des motels. Je comprends l'idée de l'attrait du road trip, partir sur la route juste pour rouler. C'est vraiment une expérience qui est assez unique. Par contre, si je peux me permettre, je recommanderais pas forcément de le faire sur la route 66. Il y a beaucoup des passages historiques qui ont été détruits. Donc, c'est juste une autoroute plate et droite. Donc, je pense qu'il y a d'autres façons de traverser le pays, d'autres routes plus belles peut-être. Mais après, bon, voilà, la route 66, c'est particulier, il y a toute l'histoire autour. Donc, voilà, c'est mon petit my two cents, comme on dit. Alors, en PVT Canada, peut-on faire autant de séjours aux États-Unis qu'on le souhaite? Je te laisse répondre. Alors, en temps normal, oui. On va faire comme si le Covid n'existait pas. Hors Covid, oui, c'est-à-dire que on est un touriste comme un autre. C'est-à-dire que si on respecte les conditions d'entrée comme touriste aux US, voilà, on peut. Enfin, avant la Covid, moi j'allais aux US une fois par mois ou une fois tous les 2 mois en week-end pour randonner au Vermont ou dans les Adirondacks. Donc il n'y a pas de limitation. Les limitations sont les règles US de la durée de ton séjour touristique. Et puis voilà, quand tu passes par la frontière terrestre, on te remet un petit waiver dans ton passeport qui est valable 3 mois. Et puis quand tu y vas pour 2 jours, tu reviens. Et puis une semaine après, tu y vas pour 2 jours, tu reviens. Voilà, enfin il n'y a pas de. Oui. Il faut juste respecter les conditions au voilà, pays. Je précise quand même que c'est pas aussi simple que de traverser les pays d'Europe. C'est une vraie frontière. À chaque fois, vous serez arrêté par la douane, enfin par les agents d'immigration américains, et vous pouvez avoir parfois des questionnaires longs et pointilleux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, où vous allez, vous rentrez quand. Voilà, c'est quand même votre entrée sur le territoire américain est pas automatique. Il faut quand même répondre. Ce qui facilite les choses, c'est avoir un ESTA, même s'il n'est pas obligatoire pour passer la frontière terrestre. En fait, avoir un ESTA, ça accélère un peu les choses. Au lieu d'avoir à écrire à la main sur le petit papier vert les infos et tout, ils peuvent imprimer direct. Et puis quand vous ne l'avez pas, ils vous demandent pourquoi vous n'en avez pas. Parce que je ne prends pas l'avion. Mais bon, en tout cas, ça les rend plus aimables de mon expérience quand tu as un ESTA. Et puis une fois qu'ils t'ont mis le papier une première fois, ce qui est valable pour 3 mois, les fois suivantes, le passage est un petit peu plus rapide parce qu'ils n'ont pas à te refaire le papier. Ils vont poser quelques questions, vérifier le passeport et puis. Et puis dans la voiture, il ne faut pas avoir effectivement de trucs illicites, évidemment. Et dans les trucs illicites, c'est pas seulement la drogue, c'est aussi des pommes, par exemple. Voilà, les crudités, les fruits et légumes frais. Donc c'est des trucs interdits de façon sanitaire. Pas de cannabis quand même, qui est légal au Canada mais qui n'est pas aux États-Unis et ça peut arriver d'en oublier. Il y a des panneaux, mais il faut y penser quand même parce qu'aux États-Unis, ils rigolent pas trop avec ça. Ouais. Donc la réponse est oui, on peut faire autant de séjours qu'on veut, mais il faut bien ne pas rester plus de 3 mois, en tout cas aux États-Unis, avec une simple exemption de visa. Prochaine question pour toi, Muriel. Est-il facile de voyager au Yukon? Oui et non. Moi, j'y suis allée en bus. Donc, à l'époque, Greyhound avait une liaison Montréal-Whitehorse. Bon, c'était plein de petites liaisons, mais en tout cas, il était possible de faire tout le trajet 4 jours, 4 nuits là-bas, pour aller là-bas.
Sur place, en fait, j'avais rencontré du monde dans le bus. Donc, j'ai fait quelques petits trucs avec d'autres gens qui avaient déjà des contacts sur place. Donc, j'ai squatté une bagnole pour aller faire une randonnée à droite à gauche. Ensuite, avec une annonce passée à l'auberge jeunesse, j'avais loué une voiture avec 4 autres personnes. Et donc, on s'était fait un road trip d'une semaine jusqu'au territoire du Nord-Ouest en voiture. Il y a beaucoup d'autostoppeurs, donc ça se fait bien. Je connais quelqu'un qui est donc mon conjoint qui a fait en vélo le Yukon. Donc ça se fait bien aussi, il faut avoir des bonnes jambes. Mais, donc oui, mais ensuite, il n'y a pas vraiment... Enfin, de toute façon, il y a 2 villes, hein, en gros. 2 villes et demie, on va dire. C'est Whitehorse et la deuxième, le nom m'échappe. Dawson. Dawson City, merci. Et c'est tout. Le reste, c'est des petites communautés isolées. Donc, pour aller de Whitehorse à Dawson, Dawson à Whitehorse, tu trouveras toujours du monde en autostop ou en petite annonce par le bouche à oreille, voilà. Ensuite, pour aller dans des coins plus reculés, tu peux tenter l'autostop, mais c'est plus aléatoire, quoi. C'est plus aléatoire. Et puis ensuite, il y a les bus, il y a quelques bus touristiques qui partent de Whitehorse. Donc moi, j'avais rejoint l'Alaska par un bus qui m'avait déposé au train pour prendre le train de White Pass, le passage de la ruée vers l'or. Voilà. Donc oui, ensuite, c'est vraiment... Le Yukon, c'est une petite communauté. Whitehorse, c'est une petite ville. Faut pas hésiter à réseauter en fait sur place à l'auberge avec les gens, l'association franco-yukonaise. Moi, j'y étais allée au moment du solstice d'été. Il y avait un grand festival de musique et donc j'avais rencontré du monde comme ça aussi. Et pour le coût d'un voyage au Yukon, est-ce que c'est plus cher qu'ailleurs au Canada, vu Alors, que tout est c'est plus cher isolé? là-bas. Comme toutes les communautés reculées, la bouffe est plus chère, tout est plus cher. Oui. Mais ensuite, par exemple, notre road trip, la location de voiture avait coûté cher. Ensuite, ça nous a coûté 0 en hébergement parce qu'on s'arrêtait au bout de la route et on plantait la tente. Et voilà. Je sais que Nico et son road trip à vélo, là, il plantait la tente quand il était fatigué le soir, il s'arrêtait, il mettait la tente sur le bord de la route et il faisait gaffe aux ours. Donc, voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a quand même un petit péril. Le lendemain. Donc voilà. Donc, mais effectivement, les biens de première nécessité sont plus chers. Parce que c'est une communauté reculée, ils ne font pas pousser les carottes sur place, ils les font venir. Donc les carottes coûtent cher. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou Non, mais je recommande le Yukon, définitivement. Alors, le permis de conduire français est-il valable pour louer une voiture au Canada et aux USA? Alors oui, il est valable. Cependant, je vous conseille de demander un permis de conduire international, surtout pour les États-Unis. Parce que même dans les États où c'était pas obligatoire à l'époque, on me l'a demandé. On me l'a demandé quasi systématiquement, et c'est pratique aussi au cas où vous faites arrêter sur le bord de la route par des policiers. Et il y a beaucoup de contrôles aux États-Unis, je trouve d'ailleurs. Le permis de conduire international, la demande est gratuite. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance avant votre départ. Ça peut prendre plusieurs semaines. C'est une traduction de votre permis de conduire français en plusieurs langues, dont l'anglais. Il n'est pas valable tout seul. Il faut toujours l'accompagner de votre permis de conduire français. Voilà, en gros, pour le Canada, j'ai jamais eu de problème non plus à louer avec mon permis français. On m'a moins demandé au Québec, en tout cas, mon permis de conduire international, mais une fois que vous l'avez, il est valable, je crois, 2 ans. Donc voilà, autant en profiter. C'est ça. Mais par contre, si vous êtes PVTiste, vous êtes censé avoir obligation d'échanger votre permis, si j'ai pas de conneries, après 6 mois. Ça dépend des provinces, mais oui. C'est ça. Ouais. Et dans une province où, si vous êtes PVTiste, vous aurez obligation de faire un échange de permis. Alors, ça s'appelle échange de permis, mais par exemple, au Québec, en fait, c'est un échange où tu arrives avec un permis, tu repars avec 2. Puisqu'en fait, ils ne le gardent pas, le permis français. Donc ça, c'est vachement bien. Comparé à d'autres provinces où c'est un réel échange. C'est-à-dire que tu donnes ton permis français pour qu'on te file le permis. Ce qui est pénible en revenant, du coup. C'est ça. Donc le Québec, c'est beaucoup moins pénible en revenant parce que tu as encore ton permis français. Donc voilà. Voilà, mais globalement, effectivement. Si vous n'êtes pas juste pour du tourisme et que vous êtes travailleur, méfiez-vous de ça, du fait que de toute façon, vous devrez échanger votre permis. Encore une question sur la voiture. Si je loue une voiture au Canada, puis-je me rendre aux USA avec? Alors, dans la grande majorité des contrats d'assurance, oui. J'ai jamais vu de clause interdisant le passage de frontières. C'est le cas, par contre, pour certaines locations de vannes aménagées et de camping-cars.
où il peut y avoir une clause où ça, ou le fait qu'aller au Yukon, on en parlait, était interdit du fait que les routes, j'imagine, ne sont pas aussi bonnes. Il faut regarder vraiment sur votre contrat de location. Par contre, systématiquement, en louant une voiture au Canada ou aux États-Unis, vous ne pourrez pas aller au Mexique. Voilà. C'est ça, je confirme, moi, que j'ai loué des voitures américaines pour aller au Canada et des voitures canadiennes pour aller aux US. C'est ça. Sans aucun souci. Le Yukon, c'est des restrictions. Ouais, c'est ça, il y avait des restrictions sur les routes de gravel. Enfin, si vous louez au Yukon, je vous recommande de prendre la route secours dans le pack. De manière générale, pour mon expérience sur les pistes en Utah, sur tous les contrats de location, à moins de louer chez un loueur spécialisé, notamment dans les Jeeps, c'est interdit d'aller sur les routes non goudronnées. Donc, évidemment, je l'ai fait. Mais faut faire attention à ça. Vous n'aurez pas d'assistance si vous arrive quoi que ce soit. Et il faut bien nettoyer la poussière quand vous rendez la voiture. Sinon, c'est grillé. Voilà. Alors, une question vaste comme le monde. J'ai 2 semaines pour un road trip. Quel itinéraire me conseillez-vous? Au départ de où, déjà? On ne sait pas. Alors, si c'est au départ de France, ce sera la même chose que pour moi que choisir un seul lieu au Canada ou aux USA. Ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches le tourisme urbain, je dirais le nord de la côte Est. Si tu veux des grands espaces, l'Ouest, même pas forcément, parce que tu vois, moi, enfin, alors c'était moins de grands espaces que l'Ouest, mais tu vois, c'était en septembre. Moi, je suis partie avec mon conjoint et mon fils. On s'est fait un road trip jusqu'en Gaspésie depuis Montréal. On a fait comme Isa, on a fait les parcs du Charleroi, et puis on a traversé, et puis la Gaspésie, et puis revenir avec tous les parcs qui sont entre la Gaspésie et Montréal, là, et on a fait de la rando, et c'était super. Mais ça dépend vraiment, ça dépend encore une fois du budget et des choses que vous avez envie de voir. Je vais plutôt donner un conseil général sur le road trip en tant que tel. C'est on a tendance à vouloir tout voir. Et surtout à l'ouest, les distances sont très longues entre les différents parcs nationaux ou les différents points d'intérêt. Il ne faut pas, à mon avis, charger ses journées de route, à moins qu'on veuille vivre l'expérience du road trip ultime et faire la route pour la route. Mais se laisser du temps de se tromper de route, de faire un détour, de faire une rando qui n'était pas prévue. Donc, vraiment plus faire attention à ça, à pas trop charger son road trip, parce que 2 semaines, ça passe super vite. Ouais. Moi, je me note toujours, quand je me prépare des road trips, là, je me note toujours, je me fais des tableaux Excel, là, et je me note le temps de trajet et combien de temps je vais passer dans la voiture pour aller d'un point de l'endroit où je dors le matin à l'endroit où je dors le soir, combien de temps j'ai passé dans la voiture. Et comme ça me permet de me rendre compte, si je passe 3 heures dans la voiture, voilà, mettons qu'il me reste 4 heures pour aller marcher. Si je passe 5 heures dans la voiture, je vais faire des petites balades en même temps que j'irai pisser, mais pas beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est ça. Faire des road trips vraiment comme ça, en fait. Ouais. Les distances sont vraiment trompeuses en Amérique du Nord. Hein. Ça, c'est quand même une constante, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Mine de rien, on roule à 100 km/h maximum. Aussi. Enfin, on peut rouler un peu plus vite, mais bon, c'est pas la majorité du temps, là. Et donc ça va un peu moins vite que si on prend l'autoroute française. Voilà. Donc moi, je me fais vraiment ça. Je me fais des tableaux de temps, là. Je sais que si je passe tant de temps, voilà, il me reste le temps de faire une rando de 10 km, mais pas une rando de 30 km, là. Enfin, donc, ouais. Faut réduire un peu à ce que vous cherchez. Ouais, c'est ça. Et le budget. Alors, on a fini nos questions Insta. On en a quelques-unes nouvelles. Comment peut-on savoir quels endroits sont ouverts ou pas si on souhaite se déplacer un peu partout au Canada? Quels endroits, dans quel sens? Les lieux de visite ou les provinces, les frontières provinciales? Les frontières provinciales, ça change tout le temps. Donc, on peut pas. Il n'y a pas un endroit là. Il faut regarder sur le site de chaque province. Et il y a un onglet Covid, restrictions de voyage. Santé publique, les différentes provinces donneront les restrictions de voyage. À l'heure actuelle, je pense que c'est toujours impossible d'aller Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse depuis le Québec. Mais je pense qu'il est toujours possible d'aller vers l'ouest depuis le Québec. Je ne crois pas qu'il y ait de restrictions. Hein. Je ne pense pas que les provinces de l'ouest aient fermé leurs frontières. Je me demande s'il n'y a pas des restrictions municipales, ceci dit. Je ne suis pas certaine, mais...
c'est ça. Au Manitoba, Non, ouais. c'est la galère. Oui, et puis en plus, il y a la aussi, galère, ça évolue très vite. en fonction des villes, il peut y avoir des couvre-feux, et cetera. Donc, c'est sûr que pour l'instant, C'est ça. c'est pas du tout À propice l'heure pour les actuelle, gens. il est encore déconseillé de se déplacer entre régions, même au sein des provinces. Donc, il n'est pas interdit, mais il est quand même déconseillé de se déplacer entre provinces, hein. Mmh. Voilà. Mais c'est Ouais. pas interdit, là, mais bon. Ouais, Moi, j'ai ouais. bon espoir que depuis l'été, d'ici l'été, ça se détende un peu parce que l'été, c'est plus facile de respecter les distanciations sociales à l'extérieur et il commencera à y avoir une bonne partie de la population vaccinée. Mmh. En tout cas, les personnes vulnérables le seront, a priori. Donc, j'ai bon espoir que ça se détende un peu. Je ne sais pas si les frontières touristiques seront ouvertes pour les gens venant directement de France, mais en tout cas, je pense qu'à l'intérieur du Canada, ce sera pas mal ouvert, à mon avis. Mmh. Mmh. Bon, ensuite, peut-être que je plane et que pas du tout, là, mais On refera un point en juillet. c'est ça. Ouais. De toute façon, faut surveiller sur PVTIS, là, on se fait une veille permanente de ce qui peut être fait ou pas. N'hésitez pas à voir vos questions, là. On a quelqu'un qui répond aussi, qui donne des liens dans le chat vers des dossiers et des pages utiles qui répondent aussi à ces questions en parallèle de ce que Isa et moi, on vous dit. Alors, peut-on voyager sans avoir le permis de conduire, par exemple en transport en commun? Très bonne question, effectivement. Je te laisse, commencer? Oui, on peut. On fait pas les mêmes choses que si on a une voiture à soi, c'est sûr. Mais moi, je l'ai fait. Donc, je l'ai fait en faisant du stop il y a quelques années. J'avais fait en 15 jours. On était donc en couple et on était parti de Montréal. On avait fait le tour de la Gaspésie. On était allé jusqu'à Halifax et on avait fait le chemin retour. Alors, c'est sûr qu'on avait surtout vu de la route et de la bagnole, mais on avait rencontré plein de gens dans les voitures. Mais donc, c'est faisable. Je sais qu'il y a des gens qui traversent le Canada en stop. Choisissez votre saison pour faire ça. Soyez prêts à rester coincé une journée entière à un endroit aussi. Voilà. En transport en commun, bah oui, moi je l'ai fait aussi en bus. 2008, mon road trip, j'ai loué au Yukon, j'ai loué une voiture. Dans l'Ouest, j'ai loué une voiture à un moment. Mais ensuite, j'ai traversé le Canada dans un sens, puis jusqu'à la Californie, puis retour Canada, puis traversé de nouveau en bus. C'est pas cher, c'est pas confortable, mais c'est bien marrant. Et je regrette vraiment pas de l'avoir fait parce que j'ai pu me rendre compte de ce qu'était le Canada. Voilà, passer 4 jours et 4 nuits dans un bus pour traverser le Canada, c'est quelque chose. Mmh. Faut pas avoir mal au dos, mais Et hélas, comme Muriel l'avait dit, cette possibilité n'existe plus aujourd'hui. c'est ça. Pas Mais pas à cause du Covid, hein, mais il y a des lignes confirmées, mais il y a quand même moyen. Enfin, il y a moyen de se bricoler des choses. C'est un peu route comme façon de voyager, mais ça se fait très bien. Et puis il y a le train qui existe. Et là, je vais laisser Isa parler. Oui, alors j'ai voyagé un petit peu au train parce qu'on parlait du Canada, donc je vais continuer sur le Canada. J'ai effectivement voyagé un peu en train au Canada, qui, contrairement au bus, est extrêmement cher, à mon avis en tout cas. Donc c'est pas forcément à portée de tous les budgets. Il y a aussi le covoiturage qui marche bien entre les villes principales du Canada si vous n'avez pas envie de faire du stop, pour des prix raisonnables, puis ça permet de rencontrer des gens aussi. Le Canada, donc via la compagnie nationale, c'est Via Rail. Je trouve que les trains sont pas du tout confortables, surtout en comparaison de mon expérience avec Amtrak aux États-Unis. Je dirais pour le Canada que c'est possible de voyager en transport en commun, mais qu'il faut pas imaginer que les dessertes soient aussi bonnes qu'en Europe en transport en commun. C'est très difficile de rejoindre la nature de manière générale, à moins de tomber sur quelqu'un, par exemple, qui est véhiculé dans une auberge de jeunesse. Donc, faut pas avoir trop d'attentes sur les lieux. Voilà, dire je vais aller là absolument, vaut mieux prendre un vélo, quoi, à la limite, au moins vous irez. Pour les États-Unis, c'est un peu différent. Le système, il y a plus de lignes de train. Euh, ouais, je dirais pas que ça fonctionne bien, parce que pour les grandes traversées est-ouest, c'est pas déconnant, enfin, d'avoir 12 heures de retard, quoi. Enfin, je veux dire, ça choquera personne d'avoir 4, 5, 6 heures, même plus que ça. J'ai eu, je crois, maximum 10 heures de retard sur un trajet Portland-San Francisco. Mais c'est pas cher. Par exemple, la traversée du California Zephyr, qui est pour moi un de mes meilleurs souvenirs de voyage, entre Chicago et San Francisco, donc en train, ça dure 52 heures de nuit, donc dans le train, m'avait coûté 150 dollars grosso modo en coach. Donc c'est sûr que j'avais pas de couchage, mais j'avais quand même un siège totalement inclinable. C'était vraiment confortable, en tout cas suffisamment confortable.
Et l'équivalent canadien, donc Toronto, Vancouver, si je ne m'abuse, c'est plus de 400 $ pour un trajet qui est vraiment moins confortable. Donc il y a quand même une différence de prix entre voyager au Canada ou aux États-Unis. Et de manière générale, je trouve que c'est moins cher de voyager aux États-Unis, notamment le prix des transports, c'est vraiment moins cher. C'était très agréable, j'ai fait ça seule, dans le train, on rencontre plein de monde. J'ai aussi traversé de Montréal à New York, puis de New York jusqu'en Géorgie. J'ai aussi fait la traversée du Texas en train, la côte californienne, donc c'est vraiment un super moyen de voyager. Par contre, quand il s'agit de rejoindre les national parks, notamment en Utah, il y a quelques bus qui partent notamment de Las Vegas ou de San Francisco, mais il vaut quand même mieux avoir une voiture ou se joindre à quelqu'un qui a une voiture. Et c'est ce que j'avais fait pour mon road trip en Utah. J'avais loué pendant un mois. C'est ça, les destinations nature en transport en commun, c'est la galère. Ouais, c'est vraiment galère. Et à savoir qu'aux États-Unis, dans certains États, le stop est strictement interdit. Donc, il faut vraiment se renseigner sur la législation. Voilà, est-ce que tu vois quelque chose Non, je réfléchissais. Non, j'ai fait pareil, j'ai fait en train. Par exemple, moi, j'ai fait New York, Montréal, New York, puis New York, Montréal. Je l'ai fait à la fois en train et en bus. Le train mettait plus longtemps que le bus. Mais je Mais trouvais le ça paysage est plus joli. Le paysage est joli et puis tu peux marcher, tu peux gourdir les jambes. Donc, voilà. Mais le bus, c'est en général nettement vraiment moins cher. Et c'est du voyage. Enfin, il y a un charme à faire du voyage sans avoir son propre véhicule. C'est fun. Mais c'est les voyages où il y a des galères, quoi. C'est les galères dont on est content de les avoir vécues. Mais bon, le moment où on est dans la galère, on se dit, oh, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Ouais. Bah, entre le train est relativement fiable quand même. Et puis quand on voyage au long cours, on s'en fout d'avoir 10 heures de retard. C'est ça. Donc, pour le voyage au long cours, ça se fait très bien. Ou pour les petites routes de week-end, tu vois, passer à Montréal, aller passer le week-end à Québec, ça se fait très bien en bus. Pareil, pour aller à Ottawa ou à Toronto, ça se fait très bien en bus ou en train. C'est ça. Voilà. Autre question. Si on fait un échange de permis au Québec, on n'a pas besoin de le refaire en rentrant en France? Tout à fait. Tout à fait, puisque moi, quand je suis revenue ici, j'ai fait mon échange de permis de conduire. Et donc, je suis ressortie de la SAAQ avec mon permis français et mon permis québécois. Et donc, quand je vais en France, je me fais pas chier, j'ai mon permis français qui est toujours là. Et puis, quand je suis au Québec, j'ai mon permis québécois que je renouvelle chaque année. Donc, oui, l'échange de permis au Québec, c'est quand même pas mal le plus simple par rapport à d'autres provinces. Je sais qu'en Colombie-Britannique, c'est la galère parce que l'échange, c'est un vrai échange. Et donc, les Français, ensuite, quand ils reviennent en France, il faut qu'ils redemandent leur permis français. Bon, c'est la galère. Il y a des discussions à ce sujet sur le forum. Mais donc, au Québec, c'est assez simple. Il faut juste payer. Il y a une redevance annuelle pour le permis québécois. Ok. Combien de temps dédié au voyage pendant un PVT? Ça dépend. Tu veux faire quoi Le plus possible. Ça dépend. Tu pars en PVT juste pour gagner de l'argent, pour t'installer au Québec, au Canada, ou est-ce que tu pars en PVT pour profiter de la vie, voilà. Moi, j'avais fait, c'est ça. Moi, j'avais fait. Donc, en gros, j'étais arrivée en septembre, fin septembre. J'avais trouvé du travail en novembre. J'avais travaillé jusqu'au mois de mai, et puis à partir de juin, j'avais été en tourisme même à partir de mai, j'avais été en tourisme jusqu'à août. Et à l'époque, le PVT, c'était 1 an, et j'étais très contente comme ça. C'était un très bon équilibre pour moi. Mais encore une fois... Ça dépend. Je me souviens, il y a quelques années, Muriel, tu m'avais dit que j'étais l'éternel touriste. Ça m'avait marqué parce que c'est vraiment... C'est le cas, hein, quand même, on ne va pas se leurrer. Pour moi, c'est le plus possible. Je suis en PVT pour voyager le plus possible, pour voir le plus de villes, de paysages, rencontrer le plus de gens possible. Il faut juste assurer ses arrières financièrement. Parce que, comme Muriel, tu le disais, il peut y avoir des galères. Je me suis retrouvée, par exemple, une fois à devoir prendre 2 billets d'avion pour la même destination parce que le premier avion n'était jamais passé, j'ai pas été remboursée. Donc, c'est des sommes comme ça qu'on sort qui sont pas prévues. Donc, juste être un petit peu à l'aise, donc avoir travaillé suffisamment pendant, mettons, 6-8 mois ou même la première année de PVT pour ensuite pouvoir voyager sans se soucier de tout ça. Il y a le volontariat. Le volontariat, c'est vraiment un super moyen de voyager, de se projeter sur un voyage au long cours sans trop s'inquiéter non plus financièrement, puisqu'on est nourri, logé. Donc, bon, ça fait des dépenses en moins. Après, voyager au long cours, c'est fatigant aussi.
Voyager, par exemple, travailler pendant 1 an en PVT, ensuite utiliser l'année suivante 1 an entier pour voyager, c'est long. Je ne pense pas que je serais capable de le faire. Le maximum que j'ai fait, c'est 4 mois. 1 fois 3 mois, 2 fois 4 mois. Et au bout de 4 mois, tu es quand même fatigué. Ouais. L'âge aidant, bien sûr. Mais il faut défaire, refaire son sac à dos tout le temps. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup pesé quand je voyageais seule. Et le fait en voyageant seule surtout, le fait d'avoir personne sur qui me reposer. Bien savoir à quelle heure sont tes bus. Quelque chose tout bête, c'est que je me souviens, c'était ce moment-là, je me suis dit j'en ai marre. C'est dans la gare, j'avais mon sac, 3 sacs super lourds et je pouvais pas les laisser ici comme ça pour aller aux toilettes, quoi. J'étais toute seule, il fallait porter le sac, donc ça peut être aussi, ça peut être un petit peu lassant, donc faut bien prendre ça en compte. C'est des questions de limite personnelle. Moi, je sais que quand, à la fin de mon PVT, là, quand j'ai terminé le boulot début mai, ma mère était venue, on s'était fait 15 jours avec ma mère au Québec. Et puis le 1er juin, j'avais mon bus pour Whitehorse. Donc j'avais réservé le billet de bus Montréal-Whitehorse et 3 nuits d'auberge à l'arrivée. Et j'avais 3 mois devant moi. Donc le sentiment de liberté, de se dire, là, j'ai un sac à dos. Il était un peu trop gros d'ailleurs, j'aurais dû le faire plus petit. Mais voilà, j'avais un gros sac à dos, mon billet de bus, mes 3 nuits d'auberge. Et après ça, c'était une page blanche. Donc le sentiment de liberté, c'est magique. J'avais des plans. J'avais un copain à San Francisco qui pouvait m'héberger. J'avais des copains dans les Rocheuses où je pouvais squatter en plantant la tente. Voilà. Et puis, donc c'était ouf le sentiment de liberté. À la fin des 3 mois, quand j'ai finalement pris mon billet de retour pour l'Europe, j'étais contente de me poser aussi. Voilà. Après, il y avait l'angoisse de qu'est-ce que tu fais après ça, mais voilà. Donc à la fois de se dire, de se donner comme ça plusieurs mois, de se dire, je suis libre, je fais ce que je veux là. Demain, j'ai envie de changer mes plans. Là, j'étais au Yukon. Là, j'ai rien de prévu pour la semaine à venir. Bon allez, je vais à San Francisco. Et 5 jours plus tard, tu es à San Francisco. Tu as demandé ton avis à personne et tu es là et c'est cool. Voilà. Mais c'est vrai que c'est fatigant, c'est ça. Et au final, le retour, j'étais pas mécontente. Et puis après, au bout de 6 mois, on veut repartir et revivre ce sentiment de liberté. Non, mais de toute façon, c'est ça. Si vous avez l'occasion de vivre ce sentiment de liberté, faut vraiment faut en profiter. C'est ça. Et il est plus facile à vivre quand tu as un matelas financier, que tu as réussi à accumuler un matelas financier, et quand tu sais comment tu vas retomber sur tes pattes au retour aussi. Avoir un plan de retour. Avoir un plan de retour, je trouve que ça aide à vivre la liberté sereinement, sans forcément que ce soit un mur qui se rapproche, là, mais savoir que, à la fin... Où vous allez, par exemple, ça peut juste être un lieu, voir une personne. Est-ce que tu es chez tes parents? Est-ce que enfin, juste ça, là, ça aide aussi, je pense, à profiter pleinement du sentiment de liberté. D'avoir le sentiment de ne pas avoir de contraintes, même s'il y a toujours des contraintes. Donc, on a fait les politiciennes, on n'a pas du tout répondu à la question. Je te remercie de l'avoir posée quand même. Mais voilà, tu vois l'idée, quoi. Peut-on voyager seule, donc en tant que femme, aux États-Unis? Donc, on peut penser que c'est d'un point de vue sécurité. C'est une vaste question. J'ai voyagé 3 mois seule aux États-Unis. C'est un pays qui est très étrange. Je pense que tout le monde le sait. Il y a certaines villes, certains quartiers où il ne faut surtout pas aller. Je me souviens par exemple d'avoir fait des courses dans un centre commercial, tout ce qui est plus banal à Las Vegas. Et aux nouvelles, le lendemain, j'ai vu qu'il y avait une fusillade sur le parking où j'étais, quoi. C'est les États-Unis. Que tu sois une femme ou que tu sois seule, ça n'a aucun lien. T'aurais été 15 mecs, enfin bon, le risque. Non, c'est sûr, mais la sécurité aux États-Unis, surtout en milieu urbain, ça peut être compliqué. Après, moi, j'ai jamais eu de problème. C'est très rare d'avoir du harcèlement de rue, sauf à New York. Mais bon, ça, c'est une ville qui est particulière aussi. J'ai que des bonnes expériences, que des bonnes... Si la question est d'un point de vue de genre, je dirais oui, est-ce qu'il y a un problème à traverser Paris seul? Non, tu vas te faire emmerder, oui, mais voilà, tu te feras emmerder partout. Si c'est un point de vue d'être seul versus deux, que ce soit homme ou femme, je dirais pas de problème non plus. Éviter les quartiers craignos, mais comme partout.
Donc moi, je dirais non, mais encore une fois, c'est sûr que si tu vas dans un coupe-gorge, que le coupe-gorge il soit aux US ou dans la ville, dans ta ville, c'est un coupe-gorge pareil, je veux dire. C'est très personnel le sentiment d'insécurité. Je ne me Il y a suis le sentiment et puis la réalité aussi là. Ouais. Je me suis sentie une fois en insécurité aux États-Unis, c'était à Portland dans l'Oregon. J'étais grisée par le voyage et je me suis pas rendu compte en fait que je faisais n'importe quoi. Donc j'étais dans un quartier craignos, je l'avais pas vu, je sais pas pourquoi je l'avais pas vu, et je m'étais fait aborder par un mec très gentil au demeurant, mais qui m'a ensuite suivi pendant 2 kilomètres jusqu'à l'auberge de jeunesse. Ça s'est pas mal passé, mais j'avais mon radar interne au bout d'un moment qui me disait qu'heureusement que c'était en pleine journée et surtout heureusement que l'auberge était pas loin. Mais sur tous les voyages que j'ai fait aux États-Unis, j'ai pas ressenti ça. Il y a quand même des choses bizarres hein, qu'on voit que là-bas, c'est dans le Maine, les mecs qui vont faire leurs courses avec leur pistolet quoi, à la ceinture. Voilà. Donc c'est particulier, hein, mais je me suis pas sentie particulièrement en insécurité. C'est ça, je pense que comme tous les voyages, comme partout quand on voyage seul, on se retrouve dans des situations bizarres. Là, moi, moi, c'est au Canada, pas aux US, mais mon chemin de retour en bus, là, on avait 2 heures à tuer à Calgary, et entre 2 bus, et puis je me suis retrouvée à aller visiter l'université de Calgary avec un mec qui sortait de tôle de Vancouver, qui était clairement pas net. Bon, bah, je suis allée avec lui, mais je fais gaffe, quoi. Et après coup, je me dis, bon, parce que c'était très malin. Mais bon, ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, en voyageant seul, on rencontre plus de monde. Les auberges, les campings et tout, on se rapproche beaucoup plus des gens. On prend ses décisions tout seul aussi. C'est-à-dire que t'as faim, là, bah, tu vas bouffer. Il est 10h du matin, tu t'en fous. Il est 14h, tu t'en fous. Tu manges quand t'as faim. T'as envie de changer tes plans du jour au lendemain, bah, tu les changes. Tu demandes l'avis à personne et puis tu changes tes plans. Il y a une liberté, voilà. Mais en contrepartie, ce que disait Isa, quoi, quand tu vas aller pisser et que tu as tes bagages, ben, tu te débrouilles avec tes bagages pour aller pisser. Donc, ça prend. Faut bien aimer sa propre compagnie. Et voilà. Mais ensuite, il n'y a pas de. Comment dire, il n'y a pas de danger spécifique à être seule ou femme seule aux US ou au Canada. C'est plutôt quand même des pays assez tranquilles pour voyager. Hein. Enfin, c'est pas. Puis c'est les mêmes, comment dire, s'il y a des soucis, c'est les mêmes stratégies d'évitement que vous adopteriez en France en plus. Hein. Tu te fais emmerder par un mec, tu dis bah non, j'ai un copain là, tu te mets une fausse alliance si ça peut t'aider à balourder les lourdingues. Enfin bon, c'est pareil partout là. Je dirais, ouais, quand même dans le contexte urbain aux États-Unis, bien vérifier si vous voyagez dans des grandes villes comme LA, Chicago, New York, San Francisco, la Nouvelle-Orléans. Il y a des quartiers vraiment qui, c'est compliqué, c'est très dur d'ailleurs à traverser quoi. Psychologiquement, c'est pas facile. Donc, je recommanderais quand même de se renseigner là-dessus parce que ça m'est arrivé d'arriver dans des coins de la ville par hasard et de me dire, oh, faut vite que je parte. Donc, à la limite, s'il y a planifié quelque chose, c'est ça, quoi. C'est ça, mais ça, ce sera dit dans les guides touristiques, même sans les acheter, rien qu'à jeter un œil en bibliothèque. Ouais, j'en ai jamais, c'est pour ça que c'est vrai que. Voilà. Autre question, est-ce que vous vous êtes servi de groupes Facebook ou sites qui vous proposent des covoiturages ou des gens qui proposent de les accompagner dans des road trips? Ça a été ton cas, toi? Moi, c'est par PVTiste. Ça a été par PVTiste. Alors, c'était mon premier road trip avec des gens que je ne connaissais pas. C'était une petite annonce en auberge de jeunesse. Donc, c'était... voilà. Est-ce que j'ai fait des covoiturages? Non, j'ai regardé. Je me suis renseignée sur des covoiturages type Le Pousseux. Je suis plus à jour des sites de covoiturage qui existent. Je crois que c'est Amigo Express maintenant. Amigo Express, voilà. Donc, il y a des sites, effectivement, c'est l'équivalent de Blablacar, là, je dirais. Donc, ça existe au Québec. Mais les groupes PVTistes, c'est un très bon point de départ pour trouver des gens qui ont des plans de déplacement similaires. Ou qui font des week-ends, ou qui vont en station de ski, ou qui vont faire de la rando, ou quoi. Voilà. Et moi, le deuxième road trip que j'ai fait avec des gens que je ne connaissais pas, c'était avec Catel, qui est une ancienne modératrice. Et donc, j'ai passé une annonce sur PVTiste disant, voilà, moi, je veux partir, je vais faire ça. C'est ça mon plan général. Voilà, j'aime bien la rando, j'aime bien la photo, je vais camper. Donc, j'ai mis au point mes envies. Et je réponds à la question qui suit derrière, qui est que pensez-vous des road trips avec des personnes que vous ne connaissez pas? C'est-à-dire que j'ai dit clairement quelle était ma façon de voyager pour être sûr que la personne avec qui je finirais par voyager ait les mêmes attentes. Le budget, préciser le budget, dire voilà, mon budget c'est celui-là. Les conditions dans lesquelles je voyage c'est celle-là. Les trucs que j'ai envie de faire, c'est cela.
pour être sûr que la personne avec qui vous allez partir, elle a à peu près les mêmes envies. Parce que si dès le départ, il y en a une qui a un budget 2 fois plus élevé que l'autre, ça ne peut pas marcher. Non, vraiment pas. Moi, j'ai aussi auberge de jeunesse, ouais, comme toi. Il y a toujours un petit babillard à l'entrée avec des petites annonces, genre demain je vais à tel endroit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut m'accompagner? C'est super cool. Et sinon, la seule fois où j'ai voyagé avec quelqu'un que je connaissais pas, ça s'est bien passé et on a eu beaucoup de chance parce qu'on n'a rien fait de tout ce que tu as conseillé de faire. C'était il y a très longtemps, j'étais jeune. Après, il y a quelque chose malgré tout qu'on peut pas vraiment prévoir, c'est la compatibilité des caractères. Des fois, ça passe pas. Voilà. J'ai parlé à pas mal de PVTistes qui a fait des road trips ratés parce que ça passait pas finalement au quotidien. Puis vivre au quotidien avec quelqu'un toujours, c'est-à-dire dans la voiture toute la journée, voire dormir ensemble dans la voiture, dormir ensemble dans la tente, c'est pas toujours évident. Donc justement, je conseille toujours d'avoir des moments pour soi, moi, quand on part ensemble en road trip. Même si c'est des gens que vous connaissez, même si c'est votre conjoint ou conjointe, toujours d'avoir des moments pour soi, de faire un truc qui vous fait plaisir pendant 1 heure de la journée, si c'est possible. C'est ça. Parce que, pareil, au Yukon, nous, on était 5, puis 4 dans la voiture. Ça s'est bien passé. Donc, on était parti 1 semaine. On roulait beaucoup, puisque le but, c'était vraiment de se faire l'aller-retour sur la Dempster Highway jusqu'à l'océan Arctique et revenir. Mais clairement, il y avait des caractères différents. Là. On en avait une avec nous. Donc, on était 2 Françaises, un Québécois et une Autrichienne. L'Autrichienne, elle passait son temps à fumer et puis elle foutait pas grand-chose. Ça nous pompait l'air. Mais au final, on a trouvé un équilibre, les 4. Mais parce qu'on savait que, voilà, on savait aussi ce qu'on faisait. Là. On était tous d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. De toute façon, c'était faire la route dans un sens puis dans l'autre, s'arrêter pour faire des mots et camper. J'aurais pas fait 15 jours complets de tourisme plus élaboré avec eux. Et ensuite, mais tu peux avoir ce genre de problème avec des gens que tu connais. C'est-à-dire que cette même année, j'ai donc fait 15 jours de road trip avec un copain, un très bon copain à moi français, celui qui m'avait hébergé à San Francisco. Je l'adore, on est toujours en très bon terme et tout. Je veux dire, 15 jours avec lui, c'était assez éprouvant. Voilà. Et donc, avec des potes qu'on connaît très bien, avoir des potes qu'on connaît très bien et qui ont fait des soirées régulièrement, ou parfois on fait un week-end, et puis passer 15 jours avec eux, c'est pas la même affaire. Quand il faut tous les jours monter la tente, démonter la tente, s'installer, choisir où on va dormir et tout. Ça peut mettre à l'épreuve certaines amitiés aussi. Voilà. Et pour l'avoir vécu avec votre conjoint aussi, voyager sur le long cours, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même rythme, c'est pas du tout les mêmes exigences. Et même si vous avez rien prévu, c'est très exigeant. Je trouve que c'est quand même une discipline du quotidien. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, semble-t-il. Il y a pas mal de questions qui étaient hors sujet par rapport au thème d'aujourd'hui, là. Donc, sur le PVT Canada. Donc, c'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais demain, en direct sur YouTube à 18h, j'imagine ça va être Marie et Julie ou quelque chose comme ça qui vont... C'est toutes les deux, oui. Qui vont répondre à tout ça. Pour la partie, on garde la partie fun avec Isa et Marie et Julie, elle s'est appelée les trucs chiants. C'est pas faux. Je regarde un petit peu, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un train qui va du Québec au Nouveau-Brunswick en Gaspésie. Ouais, c'est ça. Ça fait pas le tour. Il y a effectivement des lignes de train. On peut aller en Gaspésie en train, mais genre tu feras que la côte est, côté baie des Chaleurs de la Gaspésie. Tu feras pas la côte nord-ouest de la Gaspésie. On peut aller en Nouveau-Brunswick, Catel, avec qui j'ai voyagé en 2010 là, en voiture. Justement, elle a beaucoup voyagé dans les provinces maritimes en train. Aussi, ça se fait très bien, effectivement, aller jusque là-bas. C'est des très belles lignes de train, mais c'est comme toujours, quoi. Ça te rend à un endroit, ça ne permet pas ensuite de naviguer autour d'un point. Moi, ce que j'ai trouvé bien aussi, voyager en bus ou en train, c'est louer sur place, en fait. Faire le trajet jusqu'à un endroit avec les transports disponibles, et puis sur place, louer à la journée ou à la semaine un véhicule pour graviter autour, et ensuite repartir avec le bus ou le train plus loin. On parle bus et train. Moi, je recommande dans le top de mes activités transport au Canada les ferries de la côte ouest. Donc, il y a plusieurs lignes de ferries qui suivent la côte ouest de l'Alaska jusqu'à l'État de Washington, donc en passant par le Canada. C'est absolument splendide. En gros, c'est des ferries qui
qui navigue au milieu des montagnes. Donc, tu es sur le pont du ferry, là, et puis tu peux dormir dessus. Les voyages durent plusieurs jours en général, et puis tu as les aigles à tête blanche, les ours au bord de l'eau, les baleines qui font pfff, là, les dauphins, les montagnes. Ça, c'est ouf, si vous avez l'occasion, là. Alors, ça coûte beaucoup moins cher si vous n'avez pas de véhicule, en plus. Donc, ça paraît bien avec le voyage sans véhicule. Mais ça, c'est ouf aussi. Tous les ferries de la côte ouest, ils sont incroyables. Alors, question utile, effectivement. Comment est-ce que vous vous organisez niveau lessive, nourriture pendant un road trip? On ne se lave pas. C'est un peu ce que j'allais dire. Lessive, ce qui est quand même chouette en Amérique du Nord, c'est que dans beaucoup de, même petits bleds, il y a des laveries. Donc, c'est super facile de trouver une machine et à laver, une sécheuse pour s'occuper de sa lessive. Moi, ce que je conseille généralement pour les voyages au long cours, c'est d'avoir une semaine de change. Donc, une semaine de sous-vêtements, grosso modo, voilà, chaussettes, etc. Parce que dans l'Ouest, par contre, c'est un peu moins évident. Vraiment, si vous êtes au milieu de nulle part, de faire sa lessive. Pour les douches, il n'y en a pas toujours dans les parcs nationaux, par exemple. Même si vous êtes dans un camping aménagé. Donc, c'est old school, hein, toilette de chat, lingette, et puis bah, les cheveux, on met un foulard, quoi. Mais bon, ça se fait quand même. Moi, je suis plus Kratos que Isa, donc moi, je suis plus voyage minimaliste. Donc, 3 t-shirts, 3 culottes, 3 paires de chaussettes. T'en as une sur toi, une qui est en train de sécher, et une qui sera propre pour dès que tu auras l'occasion de laver celle que tu as sur toi. Ouais, non. Et puis voilà. Non, je suis quand même contente après une rando de mettre des vêtements propres, même si je suis pas lavée. Donc j'avoue que. Activité. Pardon, vas-y. Oui, j'allais dire pour la nourriture. C'est pas simple quand on voyage, notamment en transport en commun, parce qu'on peut pas avoir une quantité, un poids énorme de nourriture sur nous. Je voyageais même avec un petit réchaud, moi. C'est toujours pratique pour ce qui est thé, nouilles chinoises, etc. et pour le camping. Mais sinon, il faut aller dans des dépanneurs acheter de la mauvaise bouffe parce qu'on est quand même, on va pas se leurrer, hein, on est quand même en Amérique du Nord, je suis désolée, mais à part en Californie et dans le sud des États-Unis, il y a beaucoup de déserts alimentaires. Donc, trouver ne serait-ce qu'une pomme ou une banane dans un petit supermarché, c'est pas évident. Donc, vous allez pas manger de la grande gastronomie dans la plupart des endroits si vous êtes un peu isolé. C'est ça. Moi, c'est ça. Je les ai petits rechauds, et puis, tu sais, pain carré, Pringles, mauvaise charcuterie ou mauvaise fromage à mettre dans ton pain. Et voilà. C'est du. C'est ça. Et puis, quand tu vas faire un marché de producteurs local, tu te fais plaisir en t'achetant un truc bon. En voiture. En voiture, c'est plus simple quand même aux États-Unis. Vous faites le plein. Admettons, vous partez un mois. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais le plein à Las Vegas dans un Trader Joe's. Donc, c'est un magasin plus ou moins naturel. En gros, c'est ce qu'on trouve dans les supermarchés en France. Il n'y a pas 18 000 additifs. Avec des conserves, des soupes, des trucs comme ça. Dans la voiture, ça va, quoi. C'est un peu plus simple en road trip quand même de faire ça. Alors, activité sympa pour les week-ends vers Montréal. Il y a plusieurs parcs nationaux du Québec accessibles depuis Montréal à distance raisonnable. Il y a le parc de la Mauricie, enfin c'est un parc canadien d'ailleurs, Mont-Tremblant, enfin il y a tous les petits parcs. En fait, il faut regarder les parcs CEPAC et Parc Canada. Ça donne des bonnes idées. Donc ça, c'est encore une fois, moi je suis très orientée nature. Ensuite, si vous êtes plus tourisme de ville, allez à Québec, allez à Ottawa déjà, il y a de quoi faire, il y a des musées, c'est sympa, voilà. Ensuite, si vous êtes plus branché spa, il y a des spas en nature, il y a des centres de ski de fond, il y a l'été, il y a des trucs de kayak, il y a des endroits de balade aussi, que ce soit à Montréal, aux alentours. Moi, j'aime bien tout ce qui est tourisme rural, donc les exploitations fermières, que ce soit ramasser les pommes, aller goûter des bières de brasserie. Ouais, dans les cantons de l'Est, il y a pas mal de petits producteurs. Il y a de plus en plus de bons producteurs végétaux et animaux, là, que ce soit dans le Charlevoix ou dans les cantons de l'Ouest. Ça, c'est vraiment sympa, le tourisme fermier. C'est quelque chose que j'aime bien.
Quel budget prévoir pour louer un van aménagé au Canada? Je ne l'ai jamais fait, ni au Canada, ni aux États-Unis. Je ne l'ai jamais fait parce que quand j'avais fait des devis, je m'étais dit, c'est quand même très cher. Donc, j'ai toujours voyagé avec ma tante et réservé des campings. Enfin, réservé ou pas, enfin, en tout cas, dormir dans des campings, c'est pas donné, mais j'imagine qu'en partageant à 2, 3, même 4, parce que certains vannes, il y a des tentes de toit où on peut loger 2 personnes supplémentaires, c'est peut-être plus raisonnable, mais j'avoue que je pourrais pas te donner des chiffres comme ça. Est-il parfois plus intéressant de voyager en avion? Exemple, New York-Montréal. Alors, intéressant de quel point de vue? Environnemental, je dirais non. Non. Financier, je pense. Écoute, en fait, pour être honnête, je ne l'ai jamais fait de voyager en avion New York-Montréal. Je l'ai fait, pourtant je suis régulièrement allée à New York. J'ai toujours fait ça en bus ou en train parce que j'ai considéré que c'était moins cher dans tous les cas. C'est beaucoup plus rapide. C'est moins chiant parce que même si c'est pas plus rapide, parce que c'est quand même 7 à 10 heures de temps de transport, mais t'as pas à aller de chez toi à l'aéroport, d'attendre à l'aéroport pour pouvoir embarquer pour machin, et puis ensuite d'aller de l'aéroport. Les aéroports à New York sont super loin du centre-ville en plus. En calcul, c'est quand même au moins équivalent et ça n'a honnêtement aucun intérêt. Donc, Montréal-New York, je serais très étonnée que ce soit rentable d'une façon ou d'une autre, en avion, que ce soit financièrement ou en temps. Et sachant qu'en plus, voilà, c'est bon. C'est vrai que je limite de plus. On parle voyage et tourisme, mais c'est vrai que je limite de plus en plus l'avion, et donc ça ne me viendrait pas à l'idée une seconde. Non, c'est trop près. C'est ça, c'est trop près. Exactement, c'est trop près. Je ne sais pas quel est ton avis à ce sujet, Muriel, mais pour les voyages en avion à l'intérieur du Canada, je trouve que c'est extrêmement cher. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les États-Unis où il y a beaucoup de concurrence. J'ai voyagé avec Air Canada pour aller à Calgary, de Montréal. J'ai halluciné des prix. C'est vraiment au Canada, il y a pas beaucoup de concurrence. Aux États-Unis, c'est très facile de prendre des vols internes, beaucoup moins cher. Le seul vol que j'ai pris, c'était Havre-Saint-Pierre, Anticosti. Ouais, tu n'avais pas le choix. Mais c'était 20 minutes de vol et on était comme deux dans l'avion. Pour ceux qui veulent voir un max de parcs nationaux, quels sont vos 3 préférés au Canada? Tombstone. Au Yukon? Parce que c'est au Yukon. Moi, j'ai bien aimé Cap-Breton, même si je sais que toi, tu as été déçu. Et puis ensuite. C'est un beau parc, mais c'est pas j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Voilà. En fait, je me souviens même plus quel parc c'était, mais en gros, ceux qui sont sur, c'est Jasper et Banff. Jasper et Banff, là, mais c'est 2 en 1, là, ils sont limitrophes l'un de l'autre. Il y a Yoho qui est juste à côté aussi, mais c'est dans une continuité, là, c'est plus des zones, en fait, parce que à l'intérieur des parcs ou en dehors, là, rendu là, ça fait plus grande différence. De toute façon, c'est superbe. Et puis, je sais pas, Vancouver, c'est un parc, Pacific Rim National Park, donc c'est sur l'île de Vancouver, c'est ce qui fait face au Pacifique. C'est à la fois des très longues plages de surf et puis des forêts primaires humides avec des très gros arbres. Je veux pas faire ma chauvine, hein, parce que c'est pas le cas, mais à mon avis, c'est au Québec mes parcs préférés, parce que entre les parcs de la CEPAC, donc les parcs nationaux provinciaux, et les parcs Canada, je trouve qu'il y en a énormément qui sont sur de très grandes superficies. J'ai adoré le parc de Forillon. J'ai trouvé, celui-là est petit en l'occurrence à l'échelle du Canada, mais je trouve qu'il est très divers aussi. Il y a plein de choses à voir. Vraiment très, très agréable. Le parc de la Gaspésie était ouf aussi. Hein. En fait, j'y étais en septembre. Le parc de la Gaspésie, c'est assez, pour ceux qui aiment la rando, un petit peu physique quand même. C'est superbe. Ouais, les grands jardins, le parc des grands jardins. J'ai préféré le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, moi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de parcs. Vous êtes allé au fond des grands jardins ou pas? Parce que les grands jardins, il y a l'entrée et puis le fond. Qui est pas on allait au fond, Faut regarder le site. Non, ça dépend vraiment. Il y a quand même c'est quand même des paysages très différents. Et puis, il n'y a aucune de nous qui avons cité les parcs des prairies, donc les grasslands, etc. Je suis pas allée personnellement. C'est encore un autre monde. Ouais. Oui, et puis des trucs genre du côté de Churchill. Je pense qu'il doit y avoir un parc du côté de Churchill. Au moins une réserve. Au moins faut vous brancher sur le site de Parc Canada ou sur le site de la CEPAC et puis rêvasser en regardant les photos. Exactement. C'est votre choix.
Alors, on a une question sur les aurores boréales. Quels sont les plus beaux lieux? Et puis, ça va être la dernière question d'ailleurs, parce que je viens de voir qu'il est 20h. Quels sont les plus beaux lieux pour voir des aurores boréales au Québec? Je n'en ai jamais vu. Moi non plus. Faut aller au nord. Faut aller le plus au nord possible. Ensuite, on peut en voir. Il y a des gens qui, enfin, si tu es là le bon jour, au bon moment, tu peux en voir depuis les Laurentides. Hein. Oui, Mais c'est c'est assez bas. ouais. Il y a un compte Twitter, moi, auquel je Lac suis Saint-Jean, je abonnée. pense que tu peux en voir. Mais il Ouais. faut regarder la méthode des aurores, voir les stats année après année. Mais ça va surtout dépendre de la clarté du ciel que de l'endroit. Ouais. En fait. Il y a un compte Twitter donc, du service canadien de l'observation des étoiles, enfin, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, qui s'appelle Aurora Max. Et c'est super parce qu'ils annoncent en fait dans les 3 jours où il peut y avoir des aurores, où est-ce qu'on peut les observer. Donc c'est assez sympa comme outil. Et j'en vois souvent passer à Yellowknife, à vrai dire. Donc c'est sûr qu'il faut aller au nord pour avoir le plus de chances possible de voir des aurores. Mais clairement, c'est dans le nord du Québec, donc même des endroits comme Rouyn-Noranda, qui est encore considéré le sud du Québec, je crois, mais on peut en voir, mais Ouais, c'est au bon endroit, au bon moment, et c'est pas toujours ça. évident de planifier un tel voyage. Ouais. Planifier de voir les aurores boréales, c'est compliqué. Juste pour la question, comment faire Montréal-Vancouver, Vancouver-Montréal, effectivement, le plus simple, c'est l'avion, mais c'est cher. Moi, je suis team bus et train, mais Le train, c'est cher aussi, malheureusement. Ouais. Mais par contre, c'est super pour découvrir c'est une chouette expérience de découvrir la grandeur du Canada par voie terrestre. C'est un voyage en lui-même. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir été là. On espère pouvoir refaire bientôt d'autres sessions pour parler de voyage. Ça fait du bien quand même. Je vous rappelle que demain, à 18h, en direct sur YouTube, Julie et Marie répondront à toutes vos questions sur le PVT Canada 2021, et je sais que vous en avez énormément. Et avant de finir, je voulais vous remercier d'avoir été tous là pour nous accompagner, Muriel et moi, pendant ce bon moment. Et à bientôt.